Sirotons le houblon, le podcast qui fait glou-glou dans tes oreilles. Salut à tous, c'est Alex Sirotons le houblon et on se retrouve pour un deuxième mini-sode. Et cette fois-ci, je suis donc en compagnie de Cédric. On va présenter ta brasserie parce que tu es brasseur. Et Yes. donc, on va parler de la brasserie. Alors, est-ce qu'on dit 1989 ou 1989 ? Alors on dit 1989, tu peux aussi dire 1989, Ouais, et je le ferai pas en anglais parce que j'ai un accent absolument immonde. ok. Du coup, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Donc, on avait fait, juste pour présenter un peu, un premier mini-sode qui n'avait pas grand-chose à voir. On parlait avec Simon en buvant une bière de mon cru. Là, on va partir sur un épisode, justement, toujours format court, mais qui va être plus dans le but de faire découvrir aux auditeurs des brasseries. Il va y en avoir plusieurs des comme ça. Et on commence donc avec toi, avec 1989 Yes. ou 1989. C'est parti. Donc, c'est bien, tu as répondu à ma première question. Donc, pas à l'anglaise, du coup, à la française. Tu peux le dire à l'anglaise, après Ouais. une brasserie, on n'impose rien. Bon, au moins, c'est universel, du coup, Exactement. comme nom. Ouais. Alors déjà, tu nous as servi une petite bière, là, c'est quoi ? Ouais, On va- donc j'ai on va servi une crack au riz, et c'est Giant Step, donc c'est une IPA à 7,5. voir. Ouais. Et vraiment, je trouve, enfin tu vas voir, vas-y goûte là, mais Déjà, ça l'équilibre amertume et saveur est vraiment parfaite. Ça rend vraiment bien. Je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai qu'on a un bon équilibre entre l'aromatique et l'amertume. On n'est Totalement, pas ouais. sur un full aromatique comme pour l'avoir avec Ouais, une exactement. power comme ça. Et c'est pas non. Ouais, non, j'aime bien. C'est très très sympa. Il y a quoi comme houblon dedans ? C'est pas précisé. Ils précisent pas. Mais je pense qu'à l'occasion, on peut aller regarder sur leur site. Ils sont assez transparents là-dessus transparents, en ouais. général. Donc du coup, 1989, c'est assez jeune comme brasserie. Moi, je l'ai découvert via les réseaux sociaux parce qu'il y a quand même une identité graphique assez forte. Yes, C'est, vraiment. ça transpire les années 80-90, la Synthwave et compagnie. Ouais. Moi, j'aime bien l'univers déjà, ça me plaît beaucoup. Et donc du coup, ouais, j'ai découvert ça il y a peut-être 3 mois de temps, au début du confinement. Ouais, Euh, c'est là où on s'est lancé. Donc, Voilà. Alors on du s- coup, tu peux nous parler un petit peu de ta brasserie, bien sûr. comment vous êtes lancé, Ouais. Alors, parce que vous êtes plusieurs. ouais, déjà on est plusieurs, donc on est 3. Donc moi de mon côté, la bière à la brasserie c'est venu il y a environ 4 ans. J'ai par hasard, donc j'aimais bien la bière déjà de base, mais j'étais pas forcément dans la craft en particulier. Et j'ai découvert un documentaire qui s'appelle Brewing a Nation. Ok. Sur les brasseries craft, l'émergence dans les années 2000 des brasseries craft aux US. Et ça m'a fait vraiment un électrochoc. Le lendemain, je me suis commandé un kit de brassage amateur pour chez moi. On rentre Je direct dans le commençais vif, à brasser. Exactement. Et donc, un de mes potes, donc Thibaut, par hasard, c'était une totale coïncidence, mais c'est acheté un kit plus ou moins en même temps. Et on s'est fait chacun quelques brassins chez l'un chez l'autre. Et en fait, au bout de quelques mois, on a décidé d'acheter un matos un peu plus quali, un peu plus gros pour faire ça ensemble. Ok. Donc voilà, donc ça c'était le premier Thibaut. Et donc le deuxième Thibaut, qui est le deuxième associé. Donc on était partis, on voulait déjà lancer un projet ensemble depuis pas mal de temps. Et on avait une idée de brewpub, plutôt dans Paris. Donc on avait pas mal bossé là-dessus, donc ce qui nous a permis de faire des études de marché, voilà, un petit peu découvrir le marché de la bière craft, surtout sur la région parisienne et en France. Et en fait, au final, ça s'est mis en projet commun à 3 de brasserie artisanale à la fin. Donc on a décidé ça il y a environ 1 an, et donc voilà, la première bière est sortie il y a 3 mois maintenant. C'est tout jeune, donc du coup là pour le moment il n'y a qu'une seule bière, la Hazy Pale, c'est ça ? Exactement. Hazy Pale Ale. Et c'est la Easy Pale Ale. Ok. Donc la Easy Pale Ale, c'est une pale ale à 5,2%, donc assez légère. On voulait vraiment une bière qui soit très facile à boire, Mhm. mais voilà, qui plaise autant aux amateurs aux personnes un peu plus connaisseurs des crafts. Donc ça reste assez classique dans le sens où voilà, si on connaît le milieu craft, c'est du Citra et du Mosaïque. Donc c'est deux houblons qu'on voit très souvent sur des profils d'IPA et plutôt NEPA aussi. Donc voilà, on voulait ça, on lui a rajouté un tout petit peu de lactose pour lui donner un petit peu plus de corps. Mais voilà, on est vraiment content du résultat, elle se boit très bien.
C'est parfait pour printemps-été. Elle fonctionne très bien. On a reçu ce matin d'ailleurs le deuxième gros batch là, de canettes. Donc jus de houblon très frais disponible. Donc ouais, du coup le but c'était de faire une bière qui soit, on va dire, à la fois assez qualitative, on va dire, pour plaire aux beer geeks, mais en même temps pas forcément trop pointue pour pouvoir toucher quand même le grand public qui commence à s'initier un peu à la craft, parce que même au final les grands groupes se mettent à sortir des IPA, ce genre de choses. Donc Ouais, on va dire le grand public commence à connaître un peu ces termes-là. Donc du coup ouais, c'est un peu une sorte de passerelle, on va dire, entre les deux mondes. Ouais, exactement. Et puis, au-delà de cette volonté-là, c'est vraiment une question aussi une volonté de faire découvrir les bières, d'autant que on a choisi un format canette. Donc encore pour le milieu, des personnes qui s'y connaissent pas encore trop en craft, surtout en France, on a encore une image assez négative C'est des péjoratif, canettes. ouais. Ça fait bière très forte, pas très bonne, goût métallique. Donc on avait d'un côté ce challenge-là pour les personnes qui ne s'y connaissaient pas beaucoup, et justement on avait besoin de surprendre d'autant plus en faisant une bière très aromatique et qui plaise beaucoup, autant encore une fois aux connaisseurs qu'aux amateurs, et surtout aux personnes qui, on l'entend souvent, j'aime pas la bière. Donc voilà, évidemment, si on est habitué à une lager standard industrielle, même si j'en bois encore souvent d'ailleurs, mais c'est vrai qu'on n'est pas forcément conscient qu'il y a d'autres styles, et surtout des styles assez nouveaux qui plaisent beaucoup à tout type de personnes. Il y a une énorme richesse dans la bière que le grand public soupçonne pas forcément, parce qu'il ne connaît que via les industriels. Il connaît quoi? Il connaît les lagers et les triples belges et pas grand chose d'autre. C'est ça, ouais, exactement. C'est ça. Du coup, moi je voulais parler un petit peu aussi de l'état d'esprit et de l'univers, on va dire, qui est autour de la brasserie, parce que déjà, je parlais au début de l'identité visuelle, elle est quand même assez forte. On a un style vraiment très années 80-90, un peu néon, ambiance synthwave. Ouais, on imaginerait bien une DeLorean dans le fond, dans le genre là, tu vois. Donc, ah ouais, non, et donc du coup, ouais, qu'est-ce qui vous a inspiré déjà pour le nom, 1989 et l'univers en général? Ouais, alors ça peut paraître assez simpliste, on a pas mal cette remarque-là. Donc 1989, donc on est 3 associés, c'est tous les 3 notre année de naissance. Donc Parfait, jusque-là, très très belle année. Hein, on est cohérent. J'ai la même. Exact, voilà, très bon cru. Et donc, mais au-delà du côté très basique, faut pas croire, mais on y a beaucoup réfléchi. C'est pas juste par hasard. Donc vraiment, c'est comme tu disais, c'est vraiment, nous on veut surfer sur ce côté vraiment années 80-90. Et la raison pour laquelle on veut faire ça, c'est que déjà l'univers graphique, on adore vraiment ça. C'est vraiment ce qui nous correspond, le très pop décalé. Et en fait, si on prend d'un point de vue un peu plus profond, donc on vient tous les 3 d'univers assez corporate. Donc mes 2 associés, un était banquier pro, l'autre était consultant en digital. Et j'étais consultant en finance, je faisais du contrôle de gestion essentiellement. Et donc on en était arrivé à un moment où, comme beaucoup de notre génération et je dirais du milieu parisien, mais peut-être plus généralement en France, je pense que c'est commun à pas mal de monde, on avait un petit peu marre de ce monde-là, de cet univers, et donc on cherchait quelque chose en fait de vraiment, entre guillemets, revenir aux basiques, quoi. Ouais. Et donc pour nous, les basiques, c'est les années 90, c'est là où on a grandi, on se prenait pas la tête. Autant que t'avais la Sega Mega Drive, t'avais un nouveau jeu, ça te faisait 3 mois, t'étais comme un fou. Ouais. Tu voyais Jurassic Park, c'était hallucinant. Et donc du coup, t'as tout cet univers-là, et au-delà de ça, même si on veut le retranscrire dans les bières, on veut vraiment des bières qui soient d'un côté assez simples. Voilà, même si après on veut éventuellement évoluer vers des styles plus particuliers. Mais des bières assez simples, mais qui est vraiment un effet waouh, quoi. Donc très très régressif, où pas besoin de se prendre la tête voilà, même si t'es connaisseur, tu sais que ok, t'as ce style de houblon, t'as ce style de bière qui est super intéressant, mais ça reste une bière qui est agréable à boire et qui est rafraîchissante, quoi. Du coup, donc là, on parlait de la première recette, qui est donc la Easy Pale Ale. On en a déjà un peu parlé, donc une recette assez
simple, mais avec quand même un petit peu de travail derrière pour la rendre sexy quand même aux yeux des beer geeks. Ouais, totalement. Déjà, le travail canette, c'est un peu de lactose, des bons houblons, un truc assez facile à boire, mais pas dénué d'intérêt. Totalement, ouais. Comment, en fait, vous avez choisi du coup de partir sur ça comme première recette C'était vraiment, en fait, évidemment, on choisit les bières qui nous plaisent, parce que ça reste quand même une valeur sûre, hein, d'un point de vue, ça permet de juger assez facilement. Et après, pour la Easy Pale Ale, donc, on voulait ce style de bière-là. On a vraiment développé, on a dû faire 4-5 brasseries test, je pense, avec différentes variations de houblon, plus ou moins avec son lactose, plus ou moins avec... Il y a aussi du flocon d'avoine pour apporter un petit peu de corps en bouche, etc. Et donc ces 4-5 brasseries test, en fait, de façon très simple, on les faisait tester à chaque soirée. Dès qu'on avait des soirées, on ramenait un fût, on ramenait une tueuse, et puis voilà, ça permettait d'avoir vraiment des retours instantanés. On essayait de la servir assez tôt dans la soirée. Pour avoir des retours fiables. Exactement. Et donc voilà, c'était vraiment ce travail-là. Et également, de toute façon, le travail plus business, où voilà, communiquer avec les gens, échanger avec différents brasseurs, les cavistes, les gens qui s'intéressent à la craft en général, hein, et même via les réseaux sociaux, enfin voilà. Tout ce côté-là. Donc il y a eu cet aspect-là, et également, moi je suis plutôt d'inspiration craft anglaise, scandinave, un peu moins américaine récemment. Et j'ai une période où j'étais pas mal quand j'ai commencé à m'y intéresser. Et c'est vrai que du coup, surtout en Angleterre, depuis quelques temps, et en ce moment, on est sur des styles ultra houblonnés, très jus. Ils ont suivi la vague américaine et ils sont un peu réappropriés. Ouais. Exactement, puis ils réussissent très très bien, quoi. Donc des brasseries comme Verdant, Northern Monk, Cloudwater, c'est... t'as vu un peu ce que fait Deya aussi. Oui, totalement. Moi, j'ai découvert que très récemment. Il y a 3 semaines, j'ai découvert. J'en ai bu 3 de chez eux, c'était 3 super claques, alors que je suis plus forcément trop dans le jus de houblon maintenant. Et eux, ils m'ont mis des grosses claques. Hein. Et c'est vrai que j'ai tendance un petit peu à... J'ai pas non plus jusqu'à dire m'enlacer, mais c'est vrai que j'ai envie de retourner sur des choses plus houblonnées, plus amères en bouche. C'est vrai que quand t'as bu quasiment tous les jus de houblon aromatiques, t'as un petit peu envie de retourner un peu plus aux bases de l'IPA, un truc plus sur l'amertume et sur le résineux, mais ouais. Il y a des brasseries qui le font très bien d'ailleurs, hein, ça maintenant. Totalement. Et après, voilà, moi je sais que même à la base, j'étais plutôt sur les brasseries scandinaves anglaises, parce que c'était un petit peu précurseur dans ce style. Mais même en France, en Italie, en Espagne, on commence vraiment à avoir des trucs géniaux. Clairement, sur ces styles. Et au contraire de ça, je trouve que vraiment chaque région commence à s'approprier certains styles et des particularités plus nationales et régionales qui sont vraiment super intéressantes. Donc je suis vraiment content de commencer à faire partie de ce milieu aujourd'hui. Tu parlais un petit peu du coup de comment vous avez lancé toute la brasserie, la bière, en parlant un peu du marketing aussi. Il y a eu un fait un peu inattendu, il y a eu le confinement. Donc vous, le premier batch, il est arrivé vraiment au début mars, c'est ça ? C'est ça, exactement. Juste avant le confinement, donc du coup... 10 jours avant. 10 jours avant, donc du coup, ouais. On va dire le lancement de la première cuvée, il a été un peu particulier, ce lancement du coup. Ouais. Vous avez fait beaucoup de distribution direct aux particuliers, de la vente sur votre site, c'est ça ? Totalement. Et en fait, c'était vraiment une volonté qu'on avait eue depuis le début de faire un site en ligne, autant pour communiquer que pour vendre directement. Parce que voilà, c'était quand même le côté assez pratique, même pour d'un point de vue plateforme de paiement, ce genre de choses. Et du coup, ça nous a été assez bénéfique, entre guillemets, parce que pendant le confinement, à partir de la 3e semaine de souvenir, on a commencé à proposer des livraisons à domicile, donc sur la région plutôt parisienne. Et en fait, ça a super bien marché quand on a vendu à peu près la moitié du premier batch qu'on avait eu. Juste comme ça, en livraison directe. Exactement, juste en direct. On faisait une livraison par semaine, une tournée, quoi. Et vraiment, ça a été assez pratique. Et ça permettait vraiment d'avoir, au-delà du côté business, vraiment des retours de
de plein de clients, mais très proches, parce que forcément, ils nous achetaient à nous sur le site et pas en cave. Donc, ils nous faisaient leur retour directement. Okay. Ça permettait de développer, d'avoir des aspects auxquels on n'avait pas pensé forcément, autant sur le style graphique que la bière en soi, quoi. Donc, c'était un mal pour un bien. Même si là, post-confinement, ça permet vraiment de s'attaquer on va dire au marché pur et dur, plus orienté pro, sur lequel on a un super bon accueil aussi. Donc ça permet de compléter le cycle. Et comme ça, voilà, ça fonctionne bien sur les deux tableaux. Et du coup, sur ce premier batch, ça a été quoi les retours des premiers clients ça a donné quoi? On avait beaucoup de... Encore une fois, si je reprends mon exemple, d'un côté, autant les amateurs que les connaisseurs en craft, on a vraiment des bons retours des connaisseurs. Voilà, sur la réussite de la recette, sur l'équilibre en bouche, le côté très fruité, un peu juicy, hazy de la bière. Mais également pour les plus amateurs, en fait, beaucoup qui connaissaient pas du tout ce style, qui, encore une fois, étaient habitués au style plus industriel ou alors aux bières très fruitées, style crick, etc. Enfin, moi, je trouve ça trop sucré, mais c'est mon avis personnel, mais j'ai un peu de mal à boire. Donc voilà, des très bons retours en disant bah voilà, c'est génial. Moi, j'aimais pas trop la bière, mais celle-ci, elle est vraiment bonne. Bah, tu disais tout à l'heure qu'en fait, vous avez fait tester les premiers brassins en soirée et compagnie pour avoir les retours. Exactement. Du coup, j'imagine que ça touchait pas forcément un public de beer geek sur ces tests-là. C'était mix, il y en avait quand même beaucoup, mais c'était mix. Et du coup, les gens non initiés à la craft, c'était quoi le genre de retour que tu avais sur cette bière du coup? Bah, c'était vraiment... vraiment, ça va, ils accrochaient directement. Ouais, ils accrochaient beaucoup. On a pas mal de personnes qui connaissent pas ce style et qui vont nous demander quels fruits on va avoir mis dedans. Alors du coup, on explique c'est tellement aromatique que les gens pensent tout de suite qu'il y a des adjonctions de fruits. Ouais. Donc on leur explique, non, en fait, c'est le houblon, c'est le moment dans lequel tu l'ajoutes pendant le process de brassage, ce genre de choses. Et du coup, ça, j'ai rappelé jusqu'à dire, ça crée des vocations, attention. Mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir de pouvoir en fait initier les gens à un style de bière un peu plus nouveau ou plus évolué. Donc ça, c'est pour le côté bière. On a également pas mal de retours sur justement le côté canette, où au-delà de notre entre guillemets métier de brasseur, il y a le côté un petit peu didactique, enseignement de la canette. Et ça passe beaucoup par la relation client, où on explique en fait aux gens les avantages de la canette. Souvent, beaucoup nous disent, évidemment, encore une fois, bah non, mais les bières en canette, c'est les bières du supermarché, c'est les bières pas bonnes. Donc voilà. C'est l'image toujours de la bière canette. Totalement. En France, ouais, ça a la peau dure. Discours. Du coup, maintenant que le deuxième batch est arrivé, comme tu me disais, qu'on n'est plus en confinement, comment ça va être distribué? Où est-ce qu'on va pouvoir retrouver de la 1989 Yes. Toujours sur notre site. Ok, ça change pas. Voilà, donc on a même fait évoluer des petits modules nouveaux et des formats de livraison différents. Mais également, donc là, on commence à avoir pas mal de revendeurs sur Paris et région parisienne. D'ailleurs, on l'a pas précisé, mais c'est vrai qu'on t'est basé, là, vous êtes basé sur l'Île-de-France, sur Paris, même là on est à Paris. Ouais. Donc forcément, le premier batch en livraison, ça s'est fait beaucoup dans la région parisienne. Vraiment. Et j'imagine que c'est comme ça que ça va débuter aussi pour les caves et les grossistes. Totalement. Donc pour l'instant, on reste uniquement en distribution directe. Enfin, on passe par aucun distributeur. Voilà. Et donc voilà, très région parisienne, aussi pas mal sur Rouen, parce qu'on vient tous les trois de Normandie à la base. Donc pas très loin de Paris, c'est la région de Gisors, pour ceux qui se reconnaîtront. Et donc voilà pour cet aspect-là. Et on peut d'ailleurs retrouver en fait la liste de revendeurs. On a mis en ligne une map interactive avec les différents points de vente qu'on met à jour toutes les semaines. Donc a priori, voilà. Mais au-delà de ça, on est super content d'avoir des contacts avec des clients, des gens qui nous demandent où est-ce qu'on peut nous trouver, même des avis sur la bière ou des recommandations, ce genre de choses. Et tout à l'heure, tu me disais, je crois que c'était avant l'enregistrement, qu'il y avait aussi sur le nouveau batch des fûts.
Donc on va trouver de Ouais. la pression pour Exactement. la Easy Pale Ale. Donc depuis aujourd'hui, en exclusivité chez Beer, donc là, une cave dans le 12e arrondissement de Paris. Donc le premier fût va bientôt être percé, je pense. Il était livré tout à l'heure, donc j'ai pas vu avec Max quand est-ce qu'il allait l'ouvrir. Ah bah, il y a des chances qu'au moment où je sors l'épisode, du coup, il soit déjà Oui. percé. Et... Probablement, exactement. Voilà, et puis après, bah, on communiquera au fur et à mesure. Ok, ouais. Sur la map, si on fera vous avez différentes catégories, donc en fonction de cave, bar. Ok, ouais. C'est des bars, vous pouvez les trouver en fût ou en canette. C'est bon. Super. Donc là, on parlait de la Easy Pale Ale. Donc la recette, tu nous as expliqué un peu comment vous avez travaillé. Est-ce qu'il y a d'autres bières qui sont en préparation derrière? Comment ça se passe pour l'élaboration de nouvelles recettes et sur à quoi on peut s'attendre pour Ouais. la suite? Yes. Alors je prends dans le sens, dans le sens du process. Niveau process, moi j'aime bien pour la création. Donc, je m'occupe plutôt de la partie brassage, création de recettes, ce genre de choses. Ok, ouais. Et c'est vrai que j'aime bien. Donc encore une fois, je suis assez influencé par la scène craft anglo-saxonne. Et c'est vrai que j'aime bien utiliser différentes origines. Donc j'utilise beaucoup le site Beer and Brewing, qui est un site américain vraiment bien fait, même au-delà du côté brassage. T'as beaucoup de revues de bière, ce genre de choses, c'est super intéressant. Et ça donne beaucoup d'informations sur les styles, les évolutions, les types de recettes. Je passais beaucoup de temps également sur le forum Brassam amateur français, mais ça plutôt pour le côté technique. Et donc pour la suite, donc là je brasse demain. Voilà. Ok. Ça c'est en exclu entre guillemets. Du coup, une recette test. Une recette test, ouais, okay. Exactement. Donc ce sera le 3e test. Ouais. Et donc alors en famille générale, on sera sur une IPA. Ouais. Et donc on a fait trois recettes différentes qu'on va tester là mi-juillet, toujours auprès d'un panel d'experts. On ne voit pas, mais je mets entre guillemets le panel d'experts. Donc voilà pour définir ça. Donc ce serait une bière, donc plutôt style IPA qui sortirait fin août, début septembre. Et c'est pas encore arrêté, mais il y aura du juicy, il y aura du houblon à foison et il y aura quelques degrés d'alcool supplémentaires par rapport à la hazy. Mais encore une fois, tu vois, c'est marrant parce qu'on parlait de la crack avec le côté un petit peu plus amer qu'on retrouve. Ouais. C'est un équilibre que je vais plutôt chercher à retrouver pour la suivante. Donc ça, c'est pour vraiment la prochaine. Et après, sinon, moi, j'attends impatiemment l'hiver pour pouvoir rebrasser des stouts et des porters. Donc on n'est pas limité à de la bière houblonnée. Exactement. Il y aura plusieurs styles. Exactement. Moi, mon style de prédilection, autant en brassage qu'en consommation, c'est vraiment les stouts, les porters, sans être notamment sur Imperial Stout, etc. Mais quand ça dépasse 8-9 degrés d'alcool, j'ai un peu plus de mal, même si j'en aime beaucoup certaines. Surtout que c'est beaucoup la mode maintenant, les Imperial Stout, totalement, on trouve beaucoup. Ouais. Mais vraiment des stouts, oatmeal stout, oatmeal porter très bien réussi à 7-8 degrés, voire même moins, je trouve ça vraiment génial. Donc voilà, mais pour le coup, ça n'a pas encore défini. Ok. Bon, ben, c'est déjà intéressant de savoir qu'il y aura autre chose que de la bière houblonnée. Là, c'est vraiment une circonstance de nombre de bières qu'on peut sortir, entre guillemets, parce qu'on est encore très récent, donc on est quand même limité. Et puis également, un effet de saison, hein. On sort une bière en été, on ne peut pas te sortir une Imperial Brown Ale à 12 degrés à la noix. La saison. Ouais. Yes. Du coup, la Hazy Pale, là, t'as une bière qu'on pourrait goûter, une canette qu'on pourrait goûter? Ouais, bien sûr. Ouais. Tu vas faire maintenant? Ouais, on a fini la craque, donc ça peut être quand même l'occasion de parler un peu et de goûter ce que tu fais, parce qu'on en parle depuis tout à l'heure, mais moi je ne la connais pas encore. J'aime beaucoup déjà l'univers visuel, mais forcément on est de la même génération, donc ça me parle. Yes. C'est le côté très nostalgique, je pense. Donc là, tu es toujours sur le premier batch. Ouais. Mais au moins, ça reste. C'est quand même toujours frais. Hein. Le batch, il a même pas 3 mois. Oui, c'est sûr. Mais qui a vraiment bien tenu. Enfin, c'est vrai qu'avec les bières houblonnées, on a toujours un petit peu peur de la conservation. Donc, bon, c'est l'avantage, encore une fois, du format canette. Mais on est vraiment content
la façon dont t'es vieilli, entre guillemets, même Ouais. si on parle de quelques mois. Pas forcément vieillir une IPA, mais oui, c'est vrai qu'il faut qu'elle se tienne bien. Déjà, moi, on a une belle robe et le hazy du titre n'est pas volé parce qu'on est, Totalement. on est bien trouble, une belle turbidité. Là, on est clairement sur le style des un peu visuel des Naipa, mais on est Totalement, quand même ouais. très clair. Enfin, très clair. Mm. On est sur un jaune un jaune pâle, paille, qui est sympa. Exactement. Une petite mousse blanche qui a une tenue moyenne. Alors, Et ça sent bien le houblon. Donc, elle est très fraîche, donc ça aurait peut-être valu le coup que je la sorte un petit peu en avance. Du coup, elle titre à 5,2, ouais, donc c'est quand même très léger. Un IBU de 20, donc ouais, pareil, Voilà, on n'est pas sur une amertume prononcée, on Non, travaille clairement. plus l'aromatique. exactement. Même si on est sur du... Tu vois, sur celle-ci, on est à 8 grammes de houblon par litre, donc qui est quand même... qui est pas énormissime, mais qui Ouais, est c'est quand même pas- conséquent. Mais On n'est pas au niveau des 25 ou 30 et qu'on peut trouver chez les Cloudwater, mais des fois, non, clairement, mais on n'en est pas encore là. Mais bon, c'est uniquement de l'ajout de houblon en aromatique, donc il y a vraiment quasiment aucun houblon ajouté pendant la phase de chauffe. Donc ça permet d'extraire très peu d'amertume et ouais. d'avoir vraiment le Garder côté que aromatique. l'aromatique, Quoi. Totalement. Je vais voir aussi un peu comment elle se développe en se réchauffant un peu, mais c'est vrai qu'elle est très douce, très fraîche. On a une belle aromatique, l'amertume, je la sens quasiment pas. Ouais. Après, ouais, j'ai pas forcément le même palais que des néophytes. Donc, c'est vrai que des fois, je me dis, ouais, bon, c'est pas très amer. Et quand je fais goûter à quelqu'un qui connaît pas grand chose en craft, lui, il va trouver ça très amer. Mais là, je trouve ça vraiment très aromatique, fruité, un peu tropical et une petite touche peut-être un peu agrume. Ouais, C'est totalement, ouais. très sympa. C'est Et, l'analyse exacte, Parfait. tu peux en faire. Et ouais, donc du coup, je regarde, on est vraiment à fond sur tout ce qu'il faut pour donner un petit peu de corps en bouche. Donc tu disais, il y a du lactose, mais je vois qu'il y a aussi du blé de l'avoine Et pour totalement, ouais. pour la rondeur, Ouais. l'épaisseur en bouche, la Donc turbidité. Autant sur la sensation en bouche, mais également sur le côté en fin de bouche, c'est cette petite acidité et qui est vraiment bonne parce que du coup ça te donne envie d'en reboire, en fait, tout simplement. Et c'est justement cet Côté équilibre rafraîchissant. totalement, ouais, totalement. Et donc ça, c'est ce que va apporter le blé, notamment dans la recette, quoi. Typiquement, comme on a l'habitude de le dire dans un peu tous les épisodes, c'est clairement une bière qu'on pourrait qualifier de pintable. Ça, Ouais, exactement. tout à fait. Non, Ouais, mais j'ai découvert avec ton podcast le terme. le terme pintable. Et je pense qu'on tient ça de nos amis québécois. Je crois que Ouais. c'est un terme qu'ils utilisent beaucoup. Mais C'est vrai que ce serait cohérent que ça vienne de Ouais. leur part. Mais tu vois, ouais, moi ça me choquerait pas. On a un degré d'alcool qui est pas très élevé. On a une bière qui est très aromatique, très rafraîchissante. Ouais, tu me sers ça en pinte, en terrasse. Moi je suis heureux parce que Ouais, il y clairement, a ouais. tout, quoi. Il y a l'aromatique, il y a suffisamment, on va dire, de travail sur le houblon pour que même pour un beer geek, qui a un intérêt à la boire et à la déguster, Totalement. tout en n'en faisant pas non plus une bière que tu vas boire peut-être une fois en galopin parce que tu veux la découvrir, mais qui serait écœurante après. Non, là, on a un bel équilibre. En tout cas, pour une première bière, je trouve ça super bien fait. C'est Ouais, excellent. totalement. On est vraiment content du résultat, même si voilà, ça reste une première bière, mais ça reste quand même pas mal de temps de travail. Ouais, d'aboutissement. j'imagine. Bah oui, Mais ouais, tu ne totalement, lances pas ouais. comme ça dans Ouais. une brasserie. Mais c'est vrai que ça fait toujours peur parce que voilà, quand on passe sur un plus gros système pour brasser, t'as toujours un petit peu peur du résultat. C'est pas la même chose que sur une picot de 50 litres, évidemment, bien sûr. quoi. Non, en plus, moi, je suis très content du coup d'échanger avec toi et de goûter la bière parce que, comme on le disait tout à l'heure, hasard du calendrier, vous vous êtes lancé au moment du confinement, donc du coup, je sais pas si c'est ça qui a un petit peu influé sur la communication. Moi, je vous ai découvert du coup par les réseaux sociaux, forcément. En faisant de la vente directe, il faut bien pouvoir promouvoir sa brasserie et la faire découvrir. Je suis de nature un petit peu, on va dire, méfiant sur certains points comme ça, quand je vois un produit qui apparaît sur les réseaux sociaux sans en avoir entendu parler ailleurs, sans l'avoir vu en cave, là, dans le cas d'une bière, je suis un peu méfiant, je me dis mais d'où ça sort ça, qu'est-ce que c'est? Ouais, bien sûr. Et au début, moi je me suis dit, c'est quoi ça, 1989, d'où ça sort? En plus, le côté visuel très travaillé, très marketing, années 80 qui moi me touche, mais qui fait vraiment très
on va dire que ça joue un peu sur les émotions, tu vois, la nostalgie. Au début, moi, ça m'a mis un peu méfiant parce que j'ai l'impression qu'on essaie de me vendre un truc que je veux pas forcément voir. Donc du coup, là, le fait d'échanger avec toi, de pouvoir parler de comment ça s'est construit, ça s'est lancé et de la goûter, je trouve ça très intéressant et super rassurant en fait. Je me rends compte que derrière, il y a un vrai travail, qu'il y a une vraie bière qui en est ressortie et que c'est pas juste... en plus, tu disais tout à l'heure que vous sortiez tous un peu soit de la finance, clairement. Ça fait vraiment les mecs qui ont vu que la craft ça marchait, ils se sont dit allez, il faut qu'on lance une bière. Mais en fait, non, là, on sent qu'il y a derrière de la passion, il y a du travail et une bonne bière. Donc, moi, je suis content comme tu dis, d'échanger avec toi, de goûter cette bière parce que ça, c'est une belle découverte, quoi. Ouais, non, mais je peux te rassurer sur ce côté-là. Moi, je préfère 20 fois plus être en train de brasser et porter des sacs de 25 kilos que derrière mon Excel. Ouais. J'ai grandi dans un village de 300 habitants, donc je suis pas trop orienté, même si voilà, j'aime bien le côté tout ce travail marketing. C'est vrai que typiquement sur l'Instagram, voilà, moi je sais que je m'éclate à faire de la photo, à faire des compositions là-dessus. Ouais. Et c'est vraiment le côté intéressant en fait, autant sur le travail graphique que sur les retours directs qu'on peut avoir des gens qui vont nous suivre, qui vont s'intéresser à notre marque, etc. quoi. Je vais pas te jeter la pierre là-dessus parce que moi, c'est via Instagram que j'ai commencé à parler de craft et compagnie. Ouais, bien sûr. J'en buvais tellement qu'au bout d'un moment, je me suis dit, bon, il faut quand même partager un petit peu ce que je bois et ce que je découvre. Et au final, je me suis dit, je vais me lancer là-dedans, je vais être pionnier. Et en fait, j'ai découvert que des gens qui parlent de craft sur Instagram, il y en a déjà un tas pas possible. Mais au moins, c'est vrai que ça m'a développé, moi, cette envie de continuer à partager. J'ai développé le blog derrière, maintenant le podcast. Donc, je trouve que c'est clairement un réseau où il faut être présent, je pense, pour la craft, peut-être même plus que Facebook, peut-être une audience plus large, mais moins ciblée. Ouais, je sais pas. clairement, les premiers retours qu'on a, c'est vrai que c'est essentiellement Instagram et Facebook qui est assez... Mais même au-delà de la craft, pour m'être intéressé un petit peu au sujet, je sais que depuis récemment, Facebook, c'est très ciblé. À partir du moment où on ne dépense pas d'argent dedans... c'est dur de percer. Ouais, totalement. Clairement. Je voulais revenir sur un point, donc on a parlé de la brasserie, on est en Ile-de-France. Yes. Maintenant, la question c'est où est-ce qu'elle est brassée la bière ? Parce que là, nous on est dans un petit appartement parisien, on n'est pas dans une brasserie. Non, exactement, je ne cache pas un système de lecto dans ma chambre, je te rassure. Donc là, cette bière-là, donc le premier batch est brassé chez Azimut, à Bordeaux. Donc voilà, je pense que pas mal de monde reconnaîtront. C'est assez connu, ouais. Exactement. Donc voilà, on aurait pu s'en douter d'ailleurs avec le format de la canette, parce que je crois qu'il n'y a pas grand monde qui travaille sur des canettes 33 hautes comme ça. Pour moi, en France, déjà, il n'y a que, et même au-delà, en Europe, j'ai Brouski en tête. Et qui arrivait après Azimut, en plus, il me semble, sur ce format-là. Ah oui, okay. Parce que Brouski, moi, je les ai connus avec le format classique, je crois, avant ça. Ouais. Et moi, j'avais connu que récemment qui sont sur les canettes. Les pieds à la mangue, oui. La première que j'ai. Ouais, mais la Mango Fever, non ? Je me suis ils en ont fait plusieurs, mais moi, j'ai connu la Mango Fever, mais je l'ai connue quand elle était peut-être tes premiers brassins, c'était encore une 33 classique, on va dire. Ouais. Mais donc voilà, chez Azimut, donc en fait on a d'ailleurs c'est marqué sur la canette en plus. Oui, totalement. Au-delà de la mention légale. Oui, c'est vrai que maintenant il y a une loi qui est passée qui oblige d'indiquer le lieu de brassage sur les étiquettes. Je sais pas si c'est déjà voté ou si c'est déjà en application. Je sais pas, dans tous les cas. Au moins c'est fait. Nous on n'a aucun problème avec ça. C'est vrai que on développe toutes nos recettes sur un petit système. Donc comme je disais, de 50 litres. Ouais. Mais évidemment, pour sortir une bière sur le marché, 50 litres, et surtout sur ce format et à cette quantité-là, évidemment, on a commencé par faire brasser à la façon. Ok. Donc ça s'est passé comment pour le premier brassin ? Vous êtes allé les voir avec votre recette ? Vous avez brassé avec eux ou c'est Ouais, totalement. Là, on est même plus sur un format brassage gypsy qu'un brassage à façon. Ouais, voilà, après, ils connaissent assez bien leur matériel, donc c'est eux qui avaient la main, etc. Ouais, okay. Mais donc, on les a contactés, ça s'est fait assez rapidement. On a dû les contacter de souvenirs en décembre. Et donc, on a pas mal échangé sur le projet. Et donc, on est allé brasser donc, cette première bière là, en fin janvier, avec Vincent essentiellement. Donc voilà, ça s'est fait
donné, c'était l'occasion de découvrir Bordeaux. Mais vraiment, ouais, super. Au-delà du format canette 33 centilitres, enfin voilà, nous, on voulait commencer à travailler avec une brasserie qui nous ressemble, dans laquelle on se reconnaît, sur laquelle le produit, on est en phase avec ce que nous, on souhaitait. Donc, c'est totalement cohérent la façon dont ça s'est fait avec Azimut. Vous aviez ciblé Azimut déjà rapidement ou il y avait une sorte de shortlist C'était surtout au-delà de l'image de la brasserie et du style qu'ils faisaient. Je te cache pas qu'il y avait aussi beaucoup le côté canette 33 Slim qui jouait. Ouais. Et voilà, en fait, on a eu de la chance que ça se fasse. Le choix était limité du coup. Ouais, c'est limité. Déjà en canette, c'était limité. Ouais. Et en 33 Slim, oui. Il n'y a plus qu'un compétiteur. Là. On n'était pas non plus fermé sur le format, mais bon, c'était notre choix de prédilection. Et donc voilà, en fait, ça s'est fait assez vite. Cette occasion, c'est avantageusement en hiver, c'est qu'il y a quand même moins d'activité en brasserie. Donc c'est le moment justement où les brasseurs qui ont en général pas trop de dispo pour brasser pour d'autres brasseurs le reste de l'année peuvent se permettre de le faire en hiver, donc c'était la bonne occasion. Du coup, il y a eu un premier batch fait chez Azimut de quoi tu m'avais dit d'un peu moins de 3000 canettes, non? Ouais, c'est ça, un peu moins de 3000 canettes. Et puis, c'est 1000 litres Ça faisait 1000 litres en canette et ça faisait 500 litres en fût. Ok. Et là, le deuxième batch, c'est un peu plus costaud déjà. Et c'était à peine plus, mais c'est quasiment que de la canette là, pour le deuxième batch. C'est la répartition qui est différente. Exactement. Et ouais, donc là, on a fini à 1700 litres de souvenirs. Ok. Voilà. Alors, du coup, pourquoi vous avez choisi le brassage à façon dans un premier temps Ouais, alors, j'espère que je vais pas paraître trop financier. Non, mais... je vais mettre ma casquette. Non, mais au-delà de ce côté-là, c'est vrai que quand on lance une brasserie, c'est un investissement assez conséquent d'entrée. Local, matériel, donc faut sortir un gros billet déjà. Ouais. Exactement, donc on a déjà cet aspect-là. Quand on brasse une bière, je pense que je l'apprendrai pas à beaucoup de monde, mais il y a le temps de fermentation, de brassage, de conditionnement, de livraison. Donc on est tout de suite sur un mois de délai. Donc ça rajoute en fait à la charge financière. Et en fait, même sans parler de la bière en général, mais même d'un point de vue business, on entend souvent le conseil que moi-même je conseille perso, c'est vraiment le côté tester le marché avec un produit en fait. Ouais. Donc avoir des retours d'expérience même là en 3 mois en sortant un produit, ça vaut beaucoup plus que 3 ans dans un bureau à faire des brainstorming interminables avec toutes sortes de personnes. Ça permet d'avoir des retours directs, de proposer un produit. Donc ça c'est vraiment pour l'aspect lancement, et également après il y a tout l'aspect entre guillemets si tu commences directement en investissant, tu vas être plus limité sur le choix du matériel, autant sur la qualité que sur le niveau d'automatisation. Donc plus une brasserie automatique, moins tu passes de temps à brasser. Donc, et plus tu maîtrises entre guillemets ta qualité de brassage, parce que mine de rien, une brasserie c'est quand on vend des bières qu'on permet de faire du chiffre d'affaires, et pas quand on les brasse, même si c'est ce que je préfère brasser. Donc voilà, il y a cet aspect là. Il y a l'aspect si tu as déjà une activité, un chiffre d'affaires, un réseau déjà établi, que tu arrives chez ton banquier pour lui demander un prêt, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple à faire. Et justement, derrière, de commencer avec un matériel qui permet d'être beaucoup plus créatif et beaucoup plus flexible sur sa production, ce genre de choses. Du coup, tu fais déjà une transition vers ma question suivante, c'est-à-dire que du coup, à terme, il y a pour projet d'avoir quand même une brasserie propre en 1989 pour produire des bières directement en interne. Ouais. Totalement. C'était vraiment le projet de base, hein, les premières études de business plan, ce genre de choses qu'on a fait, c'était un investissement direct, et on a choisi ce format-là pour arriver plus rapidement sur le marché, entre guillemets. Mais c'est vrai que du coup là le projet c'est clairement de faire ces premiers tests qui sont pour l'instant très positifs, mais c'est encore très récent, donc on est la tête dans le guidon, et jusque pour la période d'activité forte entre guillemets de la bière qui est
printemps-été. Et j'ai l'impression de parler de mode. Ah, mais il y a un petit peu ce côté-là. Il y a des saisons dans la bière aussi, il y a des modes. Totalement. Tu vas avoir tes bières printemps-été, tes bières automne-hiver. Et... Mais donc voilà, là, c'est clairement de se projeter sur la fin d'année, commencer à parler sérieusement de cet investissement et de l'ouverture de notre propre brasserie. Autant pour la production en propre que pour vraiment développer un tissu économique local, avoir des retours clients directs. Quand les personnes viennent chez toi, ton lieu de brassage, voient ta production, ce genre de choses, ça crée beaucoup plus de liens et c'est tout ce tissu, ce réseau autant économique que social qui nous attire au-delà du fait de brasser nous-mêmes notre propre bière. Du coup, ça serait une installation en Île-de-France ? En Île-de-France, totalement. On peut faire plein de suppositions, rien à arrêter, donc mais l'idée, ça reste quand même... donc on vient de Normandie, donc c'est de faire un petit peu entre les deux. Ouais. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de bâtiment industriel dans le 7e arrondissement, donc on va plutôt aller au nord de Paris. Donc potentiellement, même là, aujourd'hui, notre labo est dans le Val d'Oise, donc Val d'Oise, ça reste... on rejoindra SPB, qui est la brasserie du Val d'Oise jusqu'à aujourd'hui, qui n'est pas la seule d'ailleurs, mais... Tu parlais au tout début initialement, vous étiez lancé avec un projet peut-être de brewpub et compagnie, donc j'imagine que si brasserie il y aura la taproom à côté. Totalement. C'est totalement le projet. Ouais. Après, c'est aussi pour ça que je pense qu'on cherchera un bâtiment qui s'y prête. Autant, pas forcément, sur la localisation, ça reste très important si tu veux développer un projet de taproom, etc. Mais c'est vrai que j'ai eu pas mal d'exemples où j'ai été étonné des accueils et de la fréquentation que tu pouvais avoir des clients, des amateurs de bière dans des zones auxquelles je m'y attendais pas. En très proche, Galia à Pantin, c'était totalement inattendu, quoi. Donc là, j'espère qu'ils vont bientôt rouvrir d'ailleurs après les travaux. Mais c'est vrai que même de leur retour, ils s'y attendaient pas du tout d'avoir autant d'influence. Donc ce sera pas aussi proche, je pense, que de Paris. Mais voilà, on est assez confiant sur le fait de pouvoir trouver quelque chose qui nous plaît et qui plaira à tout le monde. Puis ça se voit, là, les brasseries en France qui développent des taprooms, il y en a de plus en plus. Et je pense qu'il y a clairement une demande du public de pouvoir être accueilli directement dans les brasseries et créer un lieu de convivialité autour de la brasserie. Totalement, oui. Parce que c'est vraiment, ça va au-delà de la bière, c'est vraiment la bière et l'intention et le moyen, c'est plus vraiment ce côté rassemblement local. Comment boire plus local que de boire directement à la brasserie qui peut produire la bière en plus. Ouais, on branchera directement, on fera des tests. Par exemple, ça, on parlait de nous un peu en off tout à l'heure de Bap Bap, mais c'est ce qu'ils font dans leur taproom qu'ils ont ouvert l'année dernière. Totalement. Je sais que le brasseur Antoine, il fait quelques petits brassins pour se faire à la main, pour travailler les futures recettes. Souvent, il perce un petit fût à la taproom justement pour tester, avoir les retours des clients. Donc ça, c'est vrai que c'est super intéressant aussi comme aspect. Après, moi, je parle pour moi, mais je trouve que c'est une des raisons pour lesquelles on choisit cette activité et ce métier, parce que c'est vraiment côté proximité, autant avec le produit qu'avec les consommateurs, quoi. Tu vois, la Easy Pale Ale, elle prend un petit peu en température. Et je trouve qu'on développe encore plus l'aromatique. Totalement. C'était un petit peu anesthésié au début, la fraîcheur. Elle était au fond du frigo, vraiment contre les parois. Mais du coup, c'est encore plus intéressant que tout à l'heure. Et c'est vrai que là, on a vraiment le houblon, on le sent bien, quoi. L'aromatique, malgré, tu m'as dit quoi, 8 grammes par litre ? Ouais. Tu vois, il n'y a pas forcément besoin de plus pour... Si tu veux un petit peu plus d'amertume, tu fais comme l'orangina, tu secoues un peu la canette avant de la servir. Et là, idéalement, elle se boit à 6-7 degrés. Tu la bois à 9 degrés et là, tu sens beaucoup plus l'amertume. Ouais, c'est le genre de saveurs qui sont un peu anesthésiées par la fraîcheur. Ouais, totalement. Ouais. Même si c'est un style très rafraîchissant, mais c'est vrai que trop frais, ça coupe tout arôme, quoi. En tout cas, moi, convaincu. Convaincu ? Ouais, convaincu. Parfait. Écoute. Franchement, très sympa. Très peintable, comme on l'a dit tout à l'heure. Bière facile à boire, mais pas dénuée d'intérêt. Non, j'aime beaucoup. Super. Mais je m'en lasse pas non plus.
Oui, ce que j'allais dire. J'en ai goûté quelques-unes. J'allais te demander, toi, ça va? Non, franchement, ouais, franchement, on se fait que 3 mois, mais Oui. je l'apprécie à chaque fois. Ouais. Ça, c'est un très, très bon début. Moi, j'aime beaucoup. Ouais. Bah, bravo déjà pour le lancement. Ouais, pour je te cette remercie. première bière. Super. Je sais pas si tu as envie de parler d'autres choses, d'autres aspects de ta brasserie, de la bière. Non, bah, on a parlé pas mal de choses. Ouais. On est sur un format mini-zone, tu vois, moi je regarde, on est déjà à 45 minutes. Forcément, quand on fait des épisodes standards de 2-3 heures, le mini-zone, il va pas faire 10 minutes, mais ouais. Ouais, non, mais c'est vrai que ça s'est assez développé. Bah, après, il y a juste. Moi, une des choses qui me tient à cœur, c'est vraiment le format canette. Ouais. C'est un peu l'avenir de la craft, même en France, ça se développe énormément. Enfin, toutes les brasseries s'y mettent. Et c'est vrai que c'était une volonté qu'on avait dès le début, qui était autant. Enfin voilà, il y a vraiment tout l'aspect, le côté pratique, c'est plus léger. Parce que c'est vrai que. Le transport, ouais. Pour transporter des caisses de 24 bouteilles, c'est quand même pas du tout la même chose que 24 canettes. Ça doit faire les reins, ouais. Pour en avoir porté quelques-unes. Bah, on en parlait dans l'épisode justement sur la craft pour les nuls. Ouais. On parlait du format, de l'avantage du format canette sur la bouteille. Ouais. Et ouais, sur l'aspect poids, je crois qu'une canette c'est peut-être 20 fois ou 25 fois plus léger qu'une bouteille. Donc forcément, fois, totalement. Le transport, c'est déjà tu gagnes énormément. Pour ta santé, pour les coûts de transport. Et même, surtout pendant la période pré-déconfinement où tous les bars étaient encore fermés, tu partais en pique-nique, tu mettais une canette dans son sac à dos. Une canette fraîche restera fraîche beaucoup plus longtemps. Enfin, déjà, elle va se refroidir plus vite au frigo qu'une bouteille. Plus vite, déjà. Et va bien plus mieux tenir qu'une bouteille. Ouais. C'est plus léger dans ton sac, tu sens moins, t'as moins peur que ça casse, parce que t'as pas cet aspect-là. Et donc ça, c'est plus pour le côté pratique. Évidemment, quelque chose que, j'en ai déjà parlé avec un petit peu d'un point de vue tissu économique local, etc. Mais c'est vrai que nous, l'aspect léger de la canette permet également ça permet d'émettre moins de CO2 pour le transport. Donc c'est quelque chose auquel on est obligé de faire attention. Puis au-delà de ça, c'est vrai qu'en France, on ne consigne pas les bouteilles. Donc l'aluminium a un côté se recycle mieux dans les faits que le verre. Oui, parce que virtuellement en tout cas ça se recycle à l'infini, alors que le verre est beaucoup moins recyclable au final. Ouais, exactement. On a beaucoup plus de rebut entre guillemets. Si on avait un système de consigne locale en France, le verre serait certainement plus intéressant, mais c'est pas le cas. Enfin, c'est plus le cas depuis maintenant un bon bout de temps. Donc, clairement, actuellement, la canette. Perso, j'en ai peut-être des bribes de souvenirs de quand on était vraiment enfant, mais je suis même pas sûr. Tu vois. Non, mais c'est clair. Donc il y a cet aspect-là. Et puis après, plus perso, c'est vrai que le côté graphique de la canette est beaucoup plus développable. On en parlait justement dans l'épisode Bergy, quand on parlait des avantages de la canette. T'as plus de surface pour exprimer ta créativité. Et visuellement parlant, j'ai pas de stats là-dessus, mais quand tu parles avec les beer geeks, il y en a qui, quand même, une partie non négligeable qui vont acheter une bouteille ou une canette parce que l'illustration leur plaît. Ouais, pour l'objet. Et donc, l'objet, Donc forcément, c'est un beau panneau publicitaire d'avoir une canette par rapport à une bouteille en termes d'espace. Même quand tu vois Northern Monk qui développe les étiquettes qui se déroulent. Quand tu vois Maxime avec qui j'enregistre d'habitude, c'est un gros fanboy de Northern Monk. Ça c'est le truc qui le fait complètement craquer. Moi j'étais fou la première fois que j'ai vu ça. En plus on venait juste d'imprimer les premières étiquettes. T'as à lire dans ta canette. Ouais, c'est clair. Là, c'était vraiment au-delà de la bière, c'est vraiment l'objet qui se consomme, quoi. Bon, du coup, si on est bon, je te remercie de m'avoir accueilli chez toi et de m'avoir partagé déjà ta bière et aussi une craque très sympa. Yes. Comme je le disais un peu plus tôt, je suis très content d'avoir échangé avec toi, de pouvoir découvrir un petit peu l'univers, la brasserie, tout ce qu'il y a derrière. Ouais. Et je pense que ça fera plaisir aussi aux gens qui nous écoutent de découvrir ce qui se cache derrière. Donc, Ouais, totalement. Puis, encore une fois... Nous, on adore échanger, donc toute personne qui n'hésite pas à nous contacter, même pour nous donner des recommandations. Moi, je parlais de différentes variations d'IPA qu'on était en train de préparer, mais je suis ouvert à toute suggestion sur des nouveaux styles et des nouvelles explorations. Si tu as écouté les mini-épisodes d'avant, tu as
peut-être une petite suggestion pour une porteur, si tu veux. Mais, Je te demanderai ton détail de recette. ouais. Le dry cheesing. Ouais. Le secret, le dry cheesing. Bah, en tout cas, ouais. Du coup, si on veut commander de la 1989 sur le site, c'est que de la livraison locale sur Paris ou il y a de l'expédition aussi? Non, il y a l'expédition. Donc on peut en acheter partout dans la En France. colis, Du coup, ouais. totalement. Ouais. Même, Ok. on en a vendu en Europe et on a même expédié 2 cartons en Finlande Ah il y a ouais. 2 semaines. Voilà. Ah, sympa. Donc, non, ouais, c'est voilà, c'est c'est pour ça que je te disais, on s'est assez développé avec différents modules pour Ok, pouvoir ouais. justement développer ce côté direct, en fait. Bon, même si ça reste virtuel, mais c'est vrai que. Ouais. Au moins, c'est la brasserie qui envoie directement au Exactement. client, quoi, ouais. Exactement. Ok, nickel. Et bon, du coup, comme tu disais, ça va se développer dans les caves en Ile-de-France et sur des tireuses aussi. Exactement. Donc, les points de dispo sont mis à jour toutes les semaines sur le site. Donc, Et est-ce qu'on peut espérer des dispos en cave un peu partout en France pour plus tard ouais, bah écoute, déjà, pas mal c'est en Normandie, et ensuite on va voir comment ça va rester quand même dans une périphérie parisienne, entre guillemets, au début. Mais on verra par la suite la façon dont c'est le plus intéressant de se développer. Mais à partir de ce week-end, il y en aura à Angers. Pour Ok, ceux ouais. qui savent au cas où, c'est. Voilà, Super. Bon, bah, je te remercie encore pour ton accueil. Merci Ça pour fait tous plaisir. ces échanges et que les personnes qui veulent découvrir 1989 se rendent dans leur cave proche à Paris ou commandent sur le Exactement. site directement. commencer directement, et même viennent faire un tour sur le site pour regarder la carte interactive ou nous demandent, on sera content de répondre. Ouais, c'est sûr que déjà la première fois qu'on a échangé, ouais, c'était très réactif sur les On échanges. a parlé 1 heure. Ouais, clairement. Yes. Allez. Bah, merci et à bientôt à tous nos auditeurs pour un prochain épisode ou mini-sode, je ne sais pas encore, mais voilà. Allez, Merci. merci, salut. Salut.